Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Traverser la crise. Cette émission que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, dans laquelle je vous invite à rencontrer un ou une mandataire, aujourd'hui une mandataire et pas des moindres, vous allez voir, qui a particulièrement bien traversé cette crise immobilière, qui va vous expliquer ses méthodes, ses techniques, sa façon de travailler, qui lui a permis, dans les 2 dernières années, 2022, 2023, aussi début 2024, au moment où on tourne cette vidéo, de réussir, de prospérer, d'avoir des chiffres exceptionnels, vous allez voir, très impressionnants, dans un marché qui, lui, va un peu moins bien. Donc vraiment ravi de vous retrouver et ravi de vous présenter pour ceux qui ne la connaissent pas, mais je pense que la majorité des gens, vous ne connaissez pas encore Elisabeth de Souza. Bonjour Elisabeth. Bonjour Vincent. Ravi de te rencontrer. On vient de se croiser il y a quelques instants avant de lancer l'enregistrement. Je suis vraiment ravi de te recevoir ici à plein de titres. D'abord, tu es une mandataire qui a fait plusieurs réseaux, qui a une expérience du métier, et on va en parler. Tu appartiens aujourd'hui et tu es une des membres imminentes d'un réseau qui nous est très cher, qui est le réseau Safety, qui est un partenaire de la Maison des Mandataires depuis les premiers jours. Des relations très fortes qu'on a nouées avec les dirigeants, mais aussi avec plein de mandataires. J'ai eu l'occasion d'accueillir ici Benoît Maton, Marie Pestel, donc pas les moindres. Et pas des moindres, mais je crois que tu t'inscris tout à fait dans cette tendance aussi. Et puis toujours ravi aussi d'échanger avec des mandataires que je connais pas et donc de te rencontrer. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ta vie d'avant, depuis combien de temps tu es chez Safety, et puis où est-ce que tu officies géographiquement, et puis après on ira sur tes performances et puis ta capacité à traverser la crise. D'abord un peu qui es-tu Elisabeth? Alors, moi, je suis une ancienne manipulatrice en radiologie, donc rien à voir avec l'immobilier. J'ai fait un burn-out en 2017, donc j'ai été arrêtée pendant 1 an, suite à un harcèlement au sein de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et donc avec une remise en cause totale de ce que je faisais et de ce que j'avais envie de faire. Et l'immobilier arrivait assez naturellement puisque mon papa était entrepreneur dans le bâtiment et toute petite, j'allais sur les chantiers avec lui, les maisons, les appartements. Donc l'immobilier indirectement me parlait. Et j'ai cherché comment je pourrais intégrer un réseau. Et je suis rentrée donc dans le réseau IAD en janvier 2018. Et merci pour ton témoignage et ta sincérité, parce que je pense que ça va parler à beaucoup de gens qui ont peut-être vécu ce que tu as vécu, et ta capacité à rebondir, ça doit donner aussi beaucoup d'espoir, je pense, à plein de gens. Donc il y avait l'idée d'aller dans l'immobilier par tropisme un peu familial, et puis la volonté d'être indépendant, c'était aussi lié à ce que tu avais vécu, c'est-à-dire que tu voulais plus être soumis potentiellement à quelqu'un ou une institution qui se comporterait mal. C'était important pour toi aussi? Oui, et puis mon papa était entrepreneur depuis une 30aine d'années. Donc j'ai toujours vu les hauts, les bas de la vie d'un entrepreneur, et j'ai quand même toujours eu cette envie, moi, d'être indépendante. Je ne savais pas vraiment dans quel métier et comment j'y arriverais, mais j'avais ce souhait depuis toujours. Ok, bienvenue dans le monde des indépendants. Moi aussi, j'ai la chance d'en faire partie, et je mesure la chance que j'ai, mais je comprends aussi de ton parcours comment pour toi ça a dû être un bol d'air, quoi, assez important. Ouais. T'as réussi tout de suite sur la partie production? Comment s'est passé le début, le lancement? C'est allé assez vite. Donc quand je suis rentrée chez IAD, je me suis beaucoup formée toute seule, et je m'étais pas donné d'autre choix que celui de la réussite. Donc pour moi, je quittais un métier, donc dernier poste un peu difficile, mais un métier assez rémunérateur. Donc je me suis dit, il faut que je gagne au moins la même chose que ce que je viens de quitter. Je me suis mise à la pige toute seule. Okay. Donc des heures et des heures et des heures de pige. Vraiment, 9h du matin, j'étais assise sur ma chaise jusqu'à 18-19h, jusqu'à ce que j'ai au moins 1 ou 2 rendez-vous. Et donc tant que tu les avais pas, je restais les fesses sur ma chaise. Mon fils rentrait, mon mari rentrait, et j'étais sur ma chaise à mon bureau à appeler les gens. Donc je rappelais parfois les mêmes personnes. Enfin, j'ai vraiment fait preuve de ténacité. Pendant combien de temps tu as eu ce rythme-là? Parce que c'est effectivement beaucoup de courage. Je dirais pendant 3 mois, 3-4 mois. 3 mois, tu t'es dit, les bases du métier, c'est la pige, comment et ça t'a lancé? Ça m'a lancé, j'ai rentré mes premiers mandats, j'ai fait des bourdes,
voilà, les erreurs de débutants, mais ça m'a porté bonheur puisque j'ai vendu assez vite. Et de fil en aiguille, les vendeurs ont parlé de moi et j'ai commencé à rentrer mes mandats comme ça. T'as mis combien de temps, parce que je reviens à ton objectif de gagner autant que dans ton job d'avant, t'as pris combien de temps pour gagner à peu près autant que ton job d'avant? Je trouve que c'est un indicateur qui est intéressant. 6 mois à peu près. 6 mois. Oui, mais comme il faut 6 mois pour faire une vente, on peut dire qu'en fait... c'est ça. Au premier mois, tu avais déjà le rythme, entre guillemets, qui te permettait... En fait, j'ai rentré mon premier mandat 1 mois après avoir commencé la pige. Le deuxième est arrivé très vite et finalement, j'ai commencé à toucher mes premiers honoraires, oui, même pas 6 mois après, 4-5 mois après mes débuts. Super début. Tu es resté quelques temps dans ce premier réseau, puis tu as décidé de rejoindre le réseau Safety. À partir de quel moment, et puis comment t'expliques ce choix? Alors nous, tu sais, on prône la confraternité entre les réseaux. Ouais, bien sûr. Donc, ce qui m'intéresse, c'est plutôt qu'est-ce que tu as trouvé de très bien chez Safety pour vouloir y aller plutôt que ce qui t'a peut-être moins plu dans l'autre réseau. Mais si tu peux nous expliquer un peu ce switch et à quel moment ça s'est passé, parce que beaucoup de gens ont switché aussi dans les gens qui nous regardent et écoutent. Je vais pas du tout cracher dans la soupe. IAD m'a permis de débuter, d'avoir des formations. J'avais envie d'un réseau plus familial, je dirais. IAD prenait vraiment beaucoup l'expansion et le recrutement. Moi, ça me correspondait pas du tout. Je trouvais qu'on était trop nombreux sur le secteur. Donc, je l'ai pas dit, mais moi, je suis sur le sud parisien. Île-de-France, Val-de-Marne, Paris, 13e, 12e, voilà, sud parisien. Et dans la ville où j'étais, Ivry, on était une dizaine de mandataires IAD. Je trouvais que c'était trop. J'ai cherché, j'ai étudié, j'ai fait plusieurs études sur les réseaux qui existaient et Safety est arrivé assez naturellement. J'avais une collègue qui avait quitté IAD aussi pour rejoindre Safety et voilà. Je suis arrivée chez Safety et ravie depuis septembre 2019. Donc septembre 2019, ok. Et là, on peut le dire que ça a été l'explosion pour toi en termes de performance tout de suite. Oui, tout de suite, puisque la première année, j'ai eu la chance d'être nommée premier espoir Île-de-France. En nombre de ventes, ça représentait quoi? Ou en chiffre d'affaires, je ne sais pas ce que tu veux communiquer, il n'y a pas de... Quand j'ai été nommée premier espoir, je devais être sur 25 ventes à peu près. Ok, donc tu avais 2 ans d'expérience dans l'immobilier, c'est pas non plus énorme, et tu faisais 25 ventes sur un territoire hyper concurrentiel où il y a beaucoup de conseillers immobiliers. Bah bravo déjà. Merci. Mais depuis, tu es allé encore plus loin. Oui. C'est ça. Il faut en être fier, hein, franchement. Je sais que dans ton réseau, ils sont très fiers de toi, donc tu peux l'être aussi toi vis-à-vis de toi-même. C'est super, franchement. Oui, je suis très fière. Donc, en 2023, j'ai conclu 33 ventes. Et j'ai eu la chance d'être 5e nationale et première Île-de-France. Vraiment un grand bravo. Et puis, pour ceux qui connaîtraient moins, Safety, c'est 6000 conseillers, donc 5e sur 6000. Bon, bah écoute, faut s'accrocher. Et donc, ça fait 2 années d'affilée que tu es dans le top 5. Oui. Et j'imagine que c'est encore ton objectif pour 2024. Oui. Et ça commence bien? Plus doucement. Plus doucement. J'avoue que le rythme est un petit peu plus ralenti. Les biens sont plus longs à sortir. Donc, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais voilà, moi je ressens quand même un net ralentissement sur ce début d'année. Ok. En tout cas, 2022-2023, toi, la crise, j'ai envie de dire que tu l'as bien surfé et que ça n'a pas impacté tes perfs. Par contre, est-ce que ça a impacté ta façon de travailler? Est-ce que le client, que ce soit le vendeur ou l'acquéreur, on peut commencer par l'acquéreur si tu le souhaites, parce que c'est ce qu'il y a de plus naturel. Est-ce que tu as un regard? Est-ce que tu as des méthodes? Est-ce que tu travailles différemment et l'acquéreur d'aujourd'hui, c'est pas celui d'hier quand le marché était au plus haut. Comment ça se matérialise chez toi? Clairement, moi, les acquéreurs, j'avais 10 appels pour un bien, donc je les ai un peu négligés. J'avoue, je prenais les numéros de téléphone, mais sans forcément approfondir la demande. Et ça a vraiment été un changement chez moi dans ma méthode de travail. C'est qu'il a fallu chouchouter les acquéreurs. Là où on avait 10 acquéreurs pour un bien, là j'ai 5 biens pour un acquéreur. Enfin, c'est vraiment ça s'est vraiment réduit. Donc obligatoirement, on passe plus de temps. En tout cas, moi, je passe beaucoup plus de temps à discuter avec les acquéreurs. C'est quoi leur sujet d'inquiétude en ce moment? Sur quoi est-ce qu'ils ont besoin que tu sois à leur côté?
L'accès au crédit, j'imagine. L'accès au crédit, la peur de se tromper aussi, parce qu'en fait, l'offre est telle que les acquéreurs vont visiter énormément de biens et finalement sont noyés dans toutes les offres et dans tout ce qu'ils vont voir. Donc, j'essaye vraiment de canaliser. On a un outil qui est vraiment très, très bon et que j'utilise, j'avoue, depuis peu chez Safety, qui est une fiche qu'on sort en fin de visite et qui permet aux acquéreurs de résumer les points positifs, les points négatifs. Donc, la localisation, ça va de 1 à 5, okay. La luminosité de 1 à 5. Et il y a un total de points et ça permet vraiment de discuter avec eux et voir avec eux si le bien cadre avec ce qu'ils cherchent ou pas. Et c'est un outil que j'utilise beaucoup maintenant. Qui s'appelle comment ? C'est un nom, donc c'est la fiche visite, quoi. Enfin, oui, je ne sais plus. On va l'appeler la fiche visite. Si les gens de Safety nous regardent, ils vont mettre en commentaire le vrai nom de l'outil, mais j'imagine qu'il est bien connu. Ouais. Alors, ça, c'est très intéressant. Tu dis, effectivement, les acquéreurs ont plus de choix, ce qui entraîne évidemment aussi c'est super pour eux parce qu'ils vont pouvoir mieux adapter et prendre la meilleure décision. Par contre, du coup, il y a plus d'incertitudes et des questions qui se posaient pas avant quand tu avais une maison à vendre dans la ville, entre guillemets, et qu'il fallait se positionner très vite. Donc, ils sont inquiets. Est-ce qu'ils sont inquiets sur les prix? Au sens où, si on écoute la presse, qui se trompe beaucoup, hein, je sais que tu es une lectrice de notre newsletter, moi tu sais que j'ai toujours dit qu'il n'y aurait pas de baisse des prix, en tout cas limité à 5 ou 6%, et c'est exactement ce qu'on voit, voire même les prix qui commencent à remonter. Là, on a cette discussion au début février 2024, en réalité, en janvier, les prix ont remonté. Il y a cette inquiétude de dire, j'ai pas envie d'être le couillon qui a acheté alors que les prix vont baisser de 15%. As-tu là comme ce genre d'observation? Je l'ai fréquemment et ça se traduit par des négociations vraiment ardues et ils n'ont pas peur de baisser les prix, vraiment, presque d'y aller au culot. Et c'est là où en fait notre métier de négociateur prend tout son sens. Parce que du coup, on est vraiment entre l'acquéreur qui joue. Moi, j'en vois qui jouent, qui se disent je vais voir si ça passe ou pas. Et puis la présentation aux vendeurs qui sont pas encore prêts à entendre que oui, les prix sont nettement en baisse. Donc voilà, c'est là où aussi il a fallu apprendre vraiment ce métier de négociation entre le vendeur et l'acquéreur, que j'avais pas forcément. C'est un point que j'avais pas forcément bien travaillé puisque c'était simple. Enfin, 2018-2019, c'était un petit peu plus compliqué, mais à partir de 2020, en gros, j'avais des offres au prix tout le temps. Tout le temps. Ouais, donc c'était un autre marché. Sur cette question du prix, je sais pas si je résume bien, mais pour moi, le job du négociateur, c'est faire atterrir un peu le vendeur. Et puis quand même expliquer à l'acheteur que les prix ne sont pas s'effondrer non plus. Enfin, j'imagine qu'il y a un côté un peu schizophrène qu'il faut avoir. Sur l'acquéreur qui te dit non, mais attends, moi les prix vont baisser de 20%, donc je ne vais pas acheter. Comment tu le rassures? Tu as des comparables, tu lui expliques que non, en fait, dans les faits, les prix ne bougent pas beaucoup. Tu as des arguments à mettre en avant. Et puis un peu même question côté vendeur. Beaucoup là, pour faire atterrir un peu le vendeur, c'est quoi tes façons de faire? Parce que je sais que c'est un enjeu extrêmement important pour qu'à un moment donné, ils se recroisent quelque part. Moi, je suis très factuelle, c'est-à-dire que j'hésite pas avec mes vendeurs ou mes acquéreurs. Je vais sur SoLoger, par exemple. SoLoger, bien ici, je prends ma tablette ou mon téléphone et je leur montre les biens similaires. Donc, je cible vraiment sur des tranches de prix, sur des superficies si c'est une maison de terrain, une superficie de la maison. Et en fait, très vite, les gens comprennent où je veux en venir. Quand l'acquéreur me propose un prix trop bas, je lui montre quelle est la moyenne des prix des biens qu'il cherche. Et le vendeur, à l'inverse, quand il veut un prix trop élevé, je lui montre la concurrence. Et en fait, c'est très parlant, parce que c'est pas moi, Elisabeth de Souza, qui leur indique vraiment un prix, c'est factuel. Ouais, je comprends. Ok, c'est une bonne façon effectivement d'objectiver ces discussions. Est-ce que tu as des acquéreurs qui sont plus inquiets sur des sujets de rénovation énergétique, de travaux? Est-ce que ces sujets ils remontent plus qu'avant? C'est ce qu'on nous dit parfois, que dans cette crise-là, comme les acquéreurs ont un peu plus le temps de se positionner, le temps de réfléchir, ils vont aussi interroger l'agent immobilier, le mandataire sur les travaux, la rénovation, des sujets qu'avant ils avaient moins le temps d'aborder. Ça, tu le vois aussi dans ton quotidien? Et comment tu t'y prépares? Je vois un intérêt beaucoup plus grand pour tout ce qui est diagnostic.
Avant, on faisait les visites, les gens ne me demandaient pas, ou même au téléphone, même avant de visiter, est-ce que je peux avoir le DPE avant de visiter. Donc, le DPE est sur l'annonce, mais ils veulent un détail. Ils veulent savoir quel va être le prix de la rénovation. Et ça, c'est nouveau. C'est quelque chose que je n'avais pas dans les premières années de mon activité. Oui, donc ça, et là, c'est vraiment quasiment une visite sur 2. Donc, tu sais lire un DPE, mais tu t'es un peu formé sur le sujet, tu as essayé de monter en compétences pour répondre aux éventuelles questions. Comment tu t'anticipes et tu te prépares à ce type de demande? Je regarde toujours les diagnostics, évidemment, avant de partir en visite. Je les connais parce que ce sont mes dossiers, mais je révise. Tu révises, ouais, plus avant de partir en visite. Oui, carrément. C'est des petits conseils comme ça dont sont très friands de gens qui nous regardent. Donc tu dis, en fait, j'ai toujours regardé des DPE, mais là, je les regarde plus sérieusement, je les révise avant d'aller en visite parce que je sais que je vais être challengé et je veux savoir quoi répondre. Il y a des choses toutes simples comme savoir l'année de la pose d'une chaudière. Est-ce qu'elle est révisée tous les ans? La consommation. Dans le diagnostic aussi, quelles sont les préconisations du diagnostiqueur en termes de rénovation? Quel est le coût? Les diagnostics sont assez bien faits, donc maintenant on a vraiment une fourchette de prix pour la rénovation. Pour gagner une lettre, deux lettres. Exactement. Donc ça, tu maîtrises ça. Ça fait partie de ta palette de compétences quand tu arrives en visite. OK. J'hésite pas aussi quand je ne sais pas à le dire, et puis je sors le diagnostic, on regarde avec les acquéreurs. Donc, j'aime bien avoir des visites et une relation, je dirais, interactive avec les personnes, faire participer les personnes. Je suis pas là juste pour être une porteuse de clés, une ouvreuse de portes, mais vraiment pour les accompagner. Et je trouve que ça va dans ce sens-là. J'en doute pas. En tout cas, c'est ce que tu inspires. On arrive un petit peu à la fin de cet entretien, mais on a parlé donc de ton parcours, on a parlé de la crise et comment tu t'es adapté. Je reviens un tout petit peu sur tes performances, parce que je sais que c'est ce qui intéresse beaucoup les gens, parce que faire quasiment 3 ventes par mois dans la durée, ça demande nécessairement une organisation des méthodes. Si tu avais quelques conseils à partager aux gens qui ont des parcours peut-être proches des tiens, mais qui sont plutôt à 5 ou 6 ventes par an, pour doubler, pour tripler, toi, c'est quoi, dans ta façon de travailler, sur quelle méthode ou technique tu te dis, ça, je pense que je le fais mieux que les autres, ça, je pense que je suis plus organisé, ça, je pense que je suis plus rigoureuse. Comment t'expliques ta réussite, en fait? Et je sais que c'est pas facile, parce que par définition, elle est là, ta réussite, et tu t'en profites, et puis voilà, mais comment tu l'expliquerais et quels conseils concrets tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent? Alors, paradoxalement, je suis pas très organisée. Je dirais que mon point fort, c'est l'écoute et le pourquoi. Enfin, j'ai toujours en tête mon pourquoi. Et mon pourquoi, c'est d'aider les gens. Quand j'étais dans le médical, j'avais souhaité être dans le médical pour apporter une aide aux personnes. Et j'essaye de transcrire ça aussi dans l'immobilier. Et mon pourquoi, c'est vraiment l'aide. Qu'est-ce que je peux faire pour aider les personnes? Et je crois que ça se ressent et que c'est pour ça que les vendeurs me font confiance et me recommandent aussi. Et donc ça, c'est tes éléments de stratégie doivent toujours bien être alignés avec ton why, avec ton pourquoi. C'est très intéressant ta façon de aider les gens, les acquéreurs, les vendeurs. Donc ça, c'est OK. Et ça, je pense que ça en dit long déjà sur ta façon dont tu travailles et sur ce que les gens peuvent, comment ça peut inspirer les gens qui nous regardent. Bien connaître son pourquoi et l'appliquer. Si tu avais un conseil plus, peut-être, alors tu as parlé de la fiche, tu as parlé de l'outil, la fiche visite, telle qu'on l'a renommée ensemble. Si tu avais un dernier conseil un peu plus, peut-être pratico-pratique ou dans ta façon de travailler, où tu te dis, ça c'est vraiment efficace, ce serait quoi? Vraiment se préparer. Quand on part en visite, que ce soit en visite ou en rendez-vous vendeur, savoir de quoi on va parler. Ne pas y aller comme ça un petit peu à l'arrache. Tu mets combien de temps pour préparer un rendez-vous vendeur et combien pour un rendez-vous acheteur à peu près? Alors moi, en fait, je prépare mon cartable parce que j'ai une sacoche. Je prépare mon cartable la veille pour le lendemain. J'ai gardé mes habitudes d'écolière. Donc déjà, tu vois, tu dis que t'es pas très organisé, mais ça, c'est quelqu'un de bien structuré qui fait ça. Donc bravo. Ouais. Donc je prépare mes dossiers. Je vois quels sont mes rendez-vous du lendemain. Je relis mes fiches. Je revois ce que j'ai noté sur les acquéreurs aussi. J'ai un cahier. Moi, je suis un petit peu vieille école, donc j'écris tout. J'ai un cahier quand les gens m'appellent où je note tout. Je reprends la fiche, la note que j'ai prise concernant l'acquéreur que je vais voir. Et voilà, j'essaye d'associer les deux par rapport à ce qu'il m'a dit et la visite qu'on va faire.
Donc déjà, je prépare ça, oui, la veille. Donc oui, t'as raison, je suis organisée. Bravo, tu vois, tu te rends compte que t'es plus organisée que ce que tu pensais. Et donc, non, mais moi, j'aime beaucoup ce conseil. Pour moi, c'est un conseil absolument clé. C'est pas parce qu'on a fait 20 ventes dans sa vie ou 30 ventes dans sa vie qu'on peut aller les mains dans les poches pour faire la 31e. Pas du tout. Ça se voit. Le client, il s'en rend compte. Et anticiper les questions, anticiper l'argumentaire, essayer de se mettre à la place d'eux. D'ailleurs, c'est là, je pense que ton why et tes deux conseils sont liés. C'est aussi parce que t'es obsédé par le fait d'aider les gens, que tu prépares ces rendez-vous pour être la plus efficace dans cet objectif-là. Si tu disais, je m'en fous des gens, si je prends le truc à l'extrême, je pense pas que tu passerais du temps à préparer, parce que tu te dirais, c'est bon, je suis une star de l'immobilier, je suis numéro 5 safety, je connais tout, donc j'arrive au rendez-vous et je vais vous expliquer la vie. C'est pas du tout ton approche, je crois. Non, du tout. Pas du tout. Merci mille fois, Elisabeth, pour d'abord ton parcours et puis voilà ce que tu nous as raconté sur aussi ce qui avait été ta vie d'avant et les difficultés et puis comment tu as réussi à rebondir. Je pense que ça donne encore une fois, j'insiste là-dessus, beaucoup d'espoir à plein de gens qui passent par des moments plus difficiles dans leur vie professionnelle ou personnelle. Donc l'espoir, et on peut toujours rebondir, et notamment en tant qu'indépendant, et de quelle façon avec toi, avec ces chiffres-là. Merci pour les conseils. Merci de m'avoir accueilli. Si j'ai un conseil à donner, ce que je dis souvent, c'est que si moi j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver, vraiment, sincèrement. Donc, il faut s'accrocher. Et c'est ce qu'on souhaite à tous les gens qui nous regardent. Merci beaucoup encore pour ce dernier mot. Accueil. Salutations à toute la team Safety que j'apprécie beaucoup. Je connais pas évidemment les 6000 mandataires, mais j'en connais plusieurs dizaines. Donc, tu les salueras. Et puis moi, je vous salue, vous qui nous regardez, qui êtes fidèles à cette émission. Vous pouvez mettre en commentaire d'ailleurs en dessous, d'abord, vous pouvez féliciter Elisabeth, vous pouvez lui poser des questions, peut-être qu'elle vous répondra directement sur YouTube. Vous pouvez nous suggérer des contenus ou des types de contenus que vous voulez. On va notamment sortir bientôt une vidéo sur les meilleurs débutants, les gens qui réussissent dans les 6-8 premiers mois. Donc tu aurais pu faire cette émission il y a quelques années, donc maintenant on va laisser la place à ceux qui viennent d'arriver, mais ça c'est intéressant. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour des nouveaux contenus sur la chaîne YouTube de la Maison des Mandataires.